Un pays qui figure toujours en tête de la liste des endroits les plus pauvres de la planète, mais pour y mettre les pieds, vous devez débourser des sommes exorbitantes de manière absurde, et votre carte de crédit est complètement inutile. Une terre où les habitants peuvent manquer de nourriture et de vêtements, mais chaque famille possède une immense richesse sous la forme de vaches, évaluée à des dizaines de milliers de dollars. Un endroit où les enfants grandissent avec une taille atteignant 2 mètres, tels des géants, se lavant les cheveux avec de l'urine animale, pour obtenir une chevelure couleur orange vif et se couvrant de cendres provenant de bousses de vache pour survivre à la chaleur brûlante de l'Afrique. Voici le Soudan du Sud, le pays le plus jeune du monde, où la frontière entre la pauvreté extrême et la richesse d'une culture primitive s'estompe de manière étrange. Découvrons ce pays ensemble dans la vidéo. Numéro 1. Un pays jeune portant en lui une paradoxale cruauté. Le 9 juillet 2011, les médias du monde entier annonçaient la naissance du Soudan du Sud, qualifiant cet événement de grande victoire du droit à l'autodétermination après des décennies de guerre civile sanglante. Mais derrière les discours pleins d'espoir, se cachait une réalité géopolitique impitoyable. 13 ans après son indépendance, le Soudan du Sud se retrouvait en dernière position, classé 156 sur 156 pays dans le rapport sur le bonheur mondial des Nations Unies. Qu'est-ce qui a conduit un pays nouvellement créé, porteur de tant d'espoir, à sombrer si rapidement dans le désespoir? La réponse réside dans la malédiction des ressources. Contrairement à l'idée reçue selon laquelle la pauvreté est due à un manque de ressources, le Soudan du Sud est en réalité assis sur une immense réserve de pétrole, possédant les 3e plus grandes réserves pétrolières de la région subsaharienne. Cependant, le paradoxe amer est que des milliards de dollars provenant du pétrole ne sont pas investis dans les infrastructures, l'éducation ou la santé. La richesse souterraine est en totale opposition à la misère qui règne à la surface, transformant les habitants en l'un des peuples les plus pauvres de la planète. La tragédie du Soudan du Sud est également déterminée par l'étreinte de la géographie. En tant que pays enclavé sans accès à la mer, posséder du pétrole devient inutile si l'on ne peut pas l'acheminer vers le marché international. L'ensemble du système de pipeline du Soudan du Sud doit obligatoirement traverser le territoire du Soudan pour atteindre les ports d'exportation. Cela signifie que la veine économique du plus jeune pays du monde est entièrement entre les mains de son rival historique. Chaque tentative d'exportation est soumise à des frais de transport exorbitants et est continuellement utilisée comme un outil de négociation politique chaque fois que les tensions frontalières s'intensifient. Même l'agriculture est étouffée. Le Soudan du Sud bénéficie d'un terrain privilégié, avec le fleuve Nil Blanc qui traverse le pays, créant jusqu'à 80% des terres agricoles fertiles. Ce qui aurait dû être un immense grenier à grains ne voit en réalité que 3, 4% à 5% de ces terres cultivées. La raison en est les conflits armés, la violence ethnique et la guerre civile incessante qui ont transformé les champs en champs de bataille. Les agriculteurs ne peuvent pas semer lorsque leur vie est constamment menacée, les obligeant à abandonner leurs terres fertiles pour fuir et se mettre à l'abri. En 2024, environ 92% de la population du Soudan du Sud vivra sous le seuil de pauvreté extrême. Un pays qui se tient sur des millions de barils de pétrole, mais dont les habitants manquent de repas quotidiens, devient un témoignage douloureux de l'échec des structures politiques et l'une des plus grandes tragédies humanitaires de notre époque. Numéro 2. Une vie de souffrance et des choix de survie difficiles chaque jour. Au Soudan du Sud, la pauvreté n'est pas un concept abstrait, mais un problème de survie quotidien. En milieu urbain, un travailleur non qualifié a la chance de gagner environ 2 $ américains par jour. Dans les zones rurales, le revenu moyen est même inférieur à 1 $ par jour. Avec cette somme dérisoire, les dépenses se réduisent à des choix extrêmes. Les priorités des pauvres sont très claires. Acheter de l'eau d'abord, de la nourriture ensuite, puis seulement penser au déplacement. Les vêtements et les médicaments sont souvent exclus de l'équation de survie. Dans la capitale Juba, un bidon d'eau provenant d'un camion-citerne privé peut atteindre jusqu'à 1 $, ce qui engloutit plus d'1 jour et demi de salaire d'un travailleur non qualifié. De nombreuses familles doivent donc utiliser de l'eau stagnante et polluée, augmentant le risque de maladie. Lorsque la soif est temporairement apaisée, la faim revient. Bien que le Soudan du Sud compte des dizaines de millions de bétail, le prix de la viande de bœuf est d'environ 5 $ le kilo, ce qui dépasse les capacités financières de la majorité de la population. Les repas se composent souvent de haricots et de porridge de maïs, l'ugali. Lorsque le maïs et les haricots deviennent également chers, beaucoup doivent chercher des protéines dans des rats grillés, des criquets ou des insectes salés. Dans ce contexte de pénurie, les habitants créent une banque invisible basée sur la confiance. Les voisins s'endettent entre eux
échangent des objets contre du riz, vivant grâce à leur réputation personnelle plutôt qu'à des documents bancaires. Mais ce qui est le plus effrayant, c'est la maladie. En raison du manque d'argent pour les frais de transport et de la distance des centres de santé, de nombreux habitants des zones rurales doivent rester chez eux à souffrir ou accepter la mort comme un destin inéluctable. C'est la réalité brutale d'une économie abandonnée, où la vie humaine est évaluée à un prix inférieur à celui d'un bidon d'eau potable. Numéro 3. Choc économique. Inflation galopante et rupture de la monnaie. Lorsqu'une économie sombre dans le chaos, la monnaie dans les poches des citoyens peut perdre de sa valeur si rapidement qu'aujourd'hui, elle suffit à acheter un repas. Mais demain, elle ne permet même plus d'acheter une baguette. Le Soudan du Sud est l'un des exemples les plus tragiques de cette réalité. En 2016, le taux d'inflation de ce pays a atteint un niveau effroyable de 309%. En 2025, ce chiffre reste à 233,6%. Pour mieux comprendre l'ampleur de cette destruction, examinons les revenus de la classe intellectuelle. Les enseignants. Avant le déclenchement de la guerre civile, un enseignant au Soudan du Sud gagnait environ 350 $ américains par mois. Ce salaire, autrefois suffisant pour vivre, a été érodé par l'inflation et une gestion inefficace, ne valant plus que l'équivalent de 6 $ américains par mois. La disparition des revenus, combinée à la flambée incontrôlée des prix des biens, a créé un paradoxe du coût de la vie avec des chiffres ahurissants. Près de 2 litres de lait au Soudan du Sud coûte environ 2,7 $ américains, ce qui signifie qu'un enseignant doit consacrer près de la moitié de son salaire mensuel juste pour acheter une boîte de lait. Plus alarmant encore, un repas basique pour survivre coûte jusqu'à 155% du revenu quotidien d'un travailleur non qualifié. Travailler dur toute la journée ne suffit même pas à payer un repas. Le coup fatal qui a anéanti le Soudan du Sud est la guerre dans le pays voisin, le Soudan. Ce conflit a forcé la fermeture des pipelines vitaux, laissant le gouvernement à bout de souffle et entraînant des retards de paiement des salaires des fonctionnaires allant de 8 à 13 mois. L'ensemble du système administratif doit fonctionner dans la famine. Le point culminant de cette tragédie est l'effondrement de l'agence de statistiques. L'Office national des statistiques du Soudan du Sud a dû annoncer officiellement qu'il cessait de publier des données sur l'inflation depuis mai 2025. La raison avancée est extrêmement douloureuse. Ils n'ont plus un centime de budget pour maintenir la collecte de données. Lorsqu'un pays est si pauvre qu'il n'a même plus d'argent pour compter combien il est pauvre et à quel point l'inflation est élevée, alors toutes les promesses de rétablissement de l'élite politique ne sont que des mensonges. Numéro 4. La tragédie, le destin des femmes et la beauté résiliente qui force l'admiration. Dans le tourbillon de la pauvreté et des conflits au Soudan du Sud, ce sont les femmes qui subissent les tragédies les plus lourdes. Elles tentent de survivre dans un environnement de vie difficile, confrontées à un risque de mortalité maternelle parmi les plus élevés au monde. Le manque criant d'opportunités d'accès aux soins de santé minimaux et à l'éducation de base a plongé les femmes dans un cycle tragique et persistant où le droit à la vie et le droit à l'alphabétisation deviennent des luxes inaccessibles. Malgré les énormes désavantages physiques et psychologiques qu'elles endurent, elles constituent la principale force de travail, prenant en charge 2% de la charge de travail agricole totale du pays. Dans de nombreuses tribus anciennes, comme les Mundari, les préjugés sociaux sont si lourds que les travaux les plus pénibles, tels que creuser la terre, réparer et construire des maisons, reposent entièrement sur les épaules frêles des femmes. Bien qu'elles soient la colonne vertébrale de la main-d'œuvre, les femmes se voient presque totalement dépouillées de leurs droits économiques. Les lois coutumières locales, fortement discriminatoires, leur enlèvent le droit de posséder ou d'hériter de terres et de biens. Alors que l'économie est à l'agonie à cause de l'inflation et de la guerre, la valeur des femmes est mesurée en tête de bétail. Les mariages précoces explosent alors que de nombreuses familles désespérées considèrent leurs filles adolescentes comme un actif hautement liquide, prêt à les marier pour obtenir en retour des dots sous forme de bétail précieux. Même une fois mariées, les femmes peuvent tomber dans un cycle de solitude. Dans certaines tribus, lorsqu'elles deviennent veuves, elles doivent porter une couronne de paille sur la tête comme signe de leur statut, tout en devant assumer seules l'entière responsabilité financière de l'éducation de leurs jeunes enfants dans une extrême pauvreté, sans aucune aide. Cependant, il serait une grave erreur de ne voir les femmes du Soudan du Sud qu'à travers le prisme de la souffrance. Elles possèdent une vitalité incroyable et une beauté résiliente qui force l'admiration. Au-delà des lois sévères, elles travaillent sans relâche, devenant des piliers solides qui soutiennent les moyens de subsistance de toute la famille. Numéro 5. L'isolement extrême. Crise des infrastructures et pénurie inimaginable.
Alors que le monde entier débat de l'explosion de l'intelligence artificielle et de la révolution industrielle verte, 99% de la population du Soudan du Sud vit dans l'absence totale d'un réseau électrique national. Toute l'électricité utilisée pour les besoins domestiques et commerciaux doit être générée par des groupes électrogènes fonctionnant au diesel. Cette dépendance absolue fait grimper le coût de l'électricité à des niveaux parmi les plus élevés au monde, transformant la lumière artificielle en un luxe que la grande majorité des habitants n'osent même pas envisager. En plus d'être plongé dans l'obscurité, le Soudan du Sud est complètement déconnecté du flux de connaissances mondiales en raison des coûts de télécommunications exorbitants, avec des tarifs internet parmi les plus élevés au monde. Débourser 10 à 7 dollars américains pour une carte SIM avec seulement 3 Go de données constitue une barrière invisible et cruelle pour les habitants des zones rurales, dont les revenus ne dépassent pas $1 américain par jour, les isolant totalement des informations extérieures et des opportunités de développement de l'économie numérique. Cette isolation devient encore plus évidente et tragique lorsque l'on analyse le système de transport défaillant de ce pays. À ce jour, seulement 2% des routes sur l'ensemble du territoire du Soudan du Sud sont asphaltées. Les 98% restants ne sont que des chemins de terre vierges. Lorsque la saison des pluies arrive, ces routes se transforment immédiatement en rivières de boue, coupant tout accès. Les zones rurales sont complètement isolées des centres urbains. Transporter des produits agricoles au marché ou amener des malades en urgence au centre de santé devient une tâche presque impossible. Même dans la capitale Juba, considérée comme le centre du pouvoir politique et économique, la situation des infrastructures ne s'est pas améliorée. Les moyens de transport public se limitent principalement à des mototaxis et des tuk-tuk, qui se faufilent dans des rues obscurcies par la poussière, mêlées à des systèmes d'égouts à ciel ouvert, dégageant des odeurs nauséabondes. Pire encore, la crise de l'eau potable et de l'assainissement menace directement la vie des habitants. Le réseau d'eau potable est depuis longtemps complètement défaillant, obligeant les habitants de Juba à boire de l'eau pompée directement du fleuve Nil sans passer par des systèmes de filtration standards. Les statistiques montrent que 80% de la population n'a pas accès à des installations sanitaires de base, créant une véritable bombe à retardement en matière de maladies infectieuses. Numéro 6. La famine dévastatrice et la crise des réfugiés déchirante la plus importante d'Afrique. Au Soudan du Sud, la famine n'est pas seulement une catastrophe naturelle, mais aussi une conséquence directe des conflits et de l'action humaine. Actuellement, environ 7-8 millions de personnes, soit plus de la moitié de la population, font face à une insécurité alimentaire à un niveau de crise, d'urgence ou de catastrophe. La guerre civile prolongée a contraint plus de 4 millions de personnes à fuir leur foyer pour chercher un moyen de subsistance. L'un des endroits où cette désespérance est le plus manifeste est le camp de secours des Nations Unies à Malakal. L'infrastructure défaillante ici doit accueillir entre 60 000 et 70 000 personnes. L'approvisionnement en eau est si critique que beaucoup sont contraints de trouver des moyens de récupérer de l'eau à partir des tuyaux dans les toilettes pour cuisiner et boire. La situation se détériore encore lorsque les factions armées utilisent des tactiques de siège, d'isolement et de famine contre leurs adversaires. Les combats détruisent les stations de télécommunications, paralysant les communications des forces de maintien de la paix. À un moment donné, pendant 15 jours, aucun vol de secours n'a pu atteindre la région en raison du risque d'attaque, entraînant une pénurie de nourriture et plongeant des dizaines de milliers de personnes dans la famine. Cette catastrophe porte également un coup fatal à la génération future. L'effondrement du système de santé a créé un taux de mortalité infantile inacceptable, avec un enfant sur 10 nés qui meurt avant son 5e anniversaire. Ce qui est scandaleux, c'est que 75% de ces décès proviennent de maladies qui pourraient être prévenues et traitées facilement si des médicaments et des équipements de base étaient disponibles. La plus grande tragédie est que la nourriture est devenue une arme de guerre. Des groupes armés attaquent les convois d'aide, volent les stocks de nourriture et punissent les civils soupçonnés de soutenir l'adversaire, plongeant des millions d'innocents dans une crise de survie. Numéro 7. L'effort de se relever des cendres d'un jeune pays. Pour sortir de la stagnation, le gouvernement du Soudan du Sud a lancé le plan de développement du Soudan du Sud, SSDP, pour la période 2026 à 2036, passant de solutions de court terme à une feuille de route de 10 ans visant la stabilité, la résilience et un développement économique durable. En matière d'infrastructure, grâce à la coopération avec l'Union européenne, de 2011 à 2025, le pays a reçu un investissement de 2 millions d'euros pour construire et entretenir plus de 1400 km de routes secondaires, reconnectant ainsi des villages qui avaient été complètement isolés. Le pont de Niamlel,
long de 163 mètres et résistant au changement climatique, a été construit pour faciliter le commerce transfrontalier, accompagné de l'établissement de centres de collecte de produits agricoles, de banques de semences, de canaux d'irrigation et de digues pour contrôler les inondations. Dans un contexte où l'appareil d'État présente encore de nombreuses limites, les efforts de rétablissement des moyens de subsistance et de la santé sont en grande partie réalisés par le biais d'institutions financières et humanitaires internationales. Par exemple, la Banque mondiale a mis en œuvre le Projet d'agriculture et de moyens de subsistance résilients, fournissant des semences, des biens de production et des vaccinations pour 4 millions d'animaux, stabilisant ainsi les moyens de subsistance de centaines de milliers de petits agriculteurs. Dans le domaine de la santé, le projet de transformation du secteur de la santé a permis à plus de 1 million de personnes d'accéder à des services essentiels tout en vaccinant des centaines de milliers d'enfants de moins d'1 an. Le projet d'amélioration de l'autonomisation économique et sociale des femmes a également soutenu financièrement et techniquement plus de 1200 entreprises dirigées par des femmes, tout en mettant en place une ligne d'assistance nationale pour les victimes de violences basées sur le genre VBG. De plus, dans les zones touchées par des épidémies et dans les camps de réfugiés, des stations de traitement d'eau d'urgence alimentées par énergie solaire, soit la réhabilitation de puits et la distribution de kits d'hygiène, WASH, sont continuellement mises en œuvre pour prévenir les risques pour la santé publique. En plus de la reprise économique, le Soudan du Sud doit encore beaucoup compter sur l'aide humanitaire pour lutter contre la faim et protéger les groupes vulnérables. Le Programme alimentaire mondial a indiqué qu'en 2025, il a soutenu 2 millions de personnes au Soudan du Sud, à travers 143 000 tonnes de nourriture et 65 millions de dollars d'aide en espèces pour les communautés touchées par la crise. Ce ne sont pas seulement des rations temporaires, mais aussi une ligne de survie pour de nombreuses familles dans un contexte de conflits, d'inondations et d'augmentation des prix. Numéro 8. La résilience à travers le sport et l'art. Malgré la pauvreté et l'instabilité, le peuple du Sud-Soudan conserve un esprit d'optimisme remarquable. Dans de nombreux villages isolés, lorsque la nuit tombe, ils se rassemblent pour chanter et danser sous la lune. Pour eux, ce n'est pas seulement un divertissement, mais une manière de renforcer les liens communautaires, de se libérer et de continuer à vivre à travers l'adversité. La résilience du Sud-Soudan brille particulièrement dans le domaine du sport. L'équipe nationale de basketball, les Bright Stars, a écrit une véritable histoire de conte de fées en obtenant une place officielle pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, devenant ainsi la seule équipe africaine à réaliser cet exploit. Ce qui est incroyable, c'est qu'il représente un pays en crise, sans installation sportive aux normes internationales, et que de nombreux joueurs viennent de camps de réfugiés ayant fui la guerre civile. Le symbole emblématique de ce miracle est Kaman Malouak, un joueur mesurant 18 mètres. Partant du statut de réfugié, il a commencé à jouer au basketball avec des sandales crocs sur un terrain poussiéreux, avant d'attirer l'attention des recruteurs et de progresser vers la NBA. L'histoire de Malouar montre que le talent peut surgir de n'importe où, mais que les opportunités ne sont pas toujours équitables. Cet esprit de résilience se propage également dans les rues de Juba à travers le mouvement artistique Anataban, qui signifie « J'en ai assez ». Les jeunes du Sud-Soudan sont fatigués de la guerre, de la corruption, des discriminations tribales et de la situation d'un pays riche en ressources mais où la population vit dans la pauvreté. Au lieu de choisir la violence, ils utilisent l'art de rue comme arme, transformant de vieux conteneurs en fresques murales contre la guerre et la corruption. C'est une déclaration que la jeunesse du Sud-Soudan ne veut pas continuer à voir son avenir lui être volé. Numéro 9. La tribu Mundari vénère les vaches. Dans de nombreuses régions du monde, les vaches ne sont que des animaux de compagnie. Mais au Soudan du Sud, chez la tribu Mundari, les vaches sont presque l'âme de toute la communauté. Pour eux, la vache n'est pas simplement un animal d'élevage fournissant de la nourriture, mais elle est devenue le centre de l'univers et s'est profondément ancrée dans la conscience de chaque membre de la communauté. Ce lien est si étroit que même les noms des individus, les chants épiques et les rituels traditionnels les plus sacrés sont nommés et construits en fonction des caractéristiques physiques, de la couleur ou de la personnalité des vaches du troupeau. De plus, les vaches sont considérées comme une sorte de monnaie vivante, qu'ils utilisent pour les dotations matrimoniales, le remboursement de dettes et comme outil de compensation dans les affaires de meurtres sanglants. En fait, le nombre de vaches qu'une personne possède est le seul critère qui détermine son statut social, son influence et sa réputation au sein de la communauté. Pour les Mundari, le troupeau de vaches est si précieux qu'ils ne mangent pas la viande de leurs propres vaches. Ils
Ils dorment à côté des vaches, les soignent comme des biens sacrés et sont prêts à prendre les armes pour protéger leur troupeau à tout prix, même au péril de leur vie. Cela peut sembler un peu hygiénique, mais en réalité, pour commencer une nouvelle journée pleine d'énergie, les hommes de la tribu Mundari se lavent souvent le corps avec l'urine de vache fraîche. Ils croient que l'urine de vache aide à éliminer les bactéries et à lutter contre les agents pathogènes dangereux dans l'environnement sauvage. Contrairement aux hommes, les femmes Mundari utilisent des récipients pour collecter l'urine de vache, qu'elles utilisent comme agent de nettoyage pour laver ou rincer les contenants de lait, s'assurant qu'aucune bactérie n'infiltre cette précieuse source de nourriture. Même les excréments de vache sont considérés comme un ingrédient miraculeux pour la vie des habitants de cette région. Ils brûlent les excréments de vaches secs pour créer une fumée qui chasse les moustiques et les insectes porteurs de maladies, puis ils collectent la cendre fine comme de la poudre pour l'appliquer sur tout le corps afin de se rafraîchir, de se protéger du soleil, de désinfecter la peau et de nettoyer leur bouche le matin. Enfin, ils mélangent cette cendre avec de l'urine de vache pour créer une pâte épaisse qu'ils appliquent pour nourrir et polir les énormes cornes de leur troupeau. Numéro 10. Le rituel de la scarification. Le prix cruel du courage et de la beauté. Dans la tribu Dinka du Sud-Soudan, les jeunes hommes qui atteignent l'âge adulte ne sont pas accueillis par une cérémonie douce. Ils doivent subir un rituel de scarification du front avec un couteau aiguisé, formant des motifs en V ou en corne de bétail. C'est une marque permanente pour que la communauté reconnaisse qu'un individu est devenu un guerrier adulte. La partie la plus sévère réside dans la discipline pendant le rituel. Lorsque la lame incise le front, les adolescents ne doivent pas pleurer, crier ou montrer de la peur. Un simple frisson peut dévier la lame, laissant une cicatrice déformée, considérée comme un signe de lâcheté à vie. Ces incisions sont si profondes que l'on peut identifier l'origine tribale d'une personne, même si l'on ne dispose que de son crâne. Non seulement les hommes, mais les femmes de certaines communautés du Sud-Soudan ont également leur propre rituel de scarification. Dans la tribu Toposa, les femmes mariées se scarifient souvent l'abdomen. Pour elles, les cicatrices ne sont pas une destruction du corps, mais un symbole de beauté, de séduction et de maternité. Pour créer des cicatrices en relief, elles frottent du charbon de bois ou du jus de plante sur les blessures, malgré le risque d'infection grave. Pour les hommes Toposa, les cicatrices ressemblent à des médailles de bravoure. Chaque fois qu'ils vainquent un ennemi, ils gravent une nouvelle cicatrice sur leur poitrine. En regardant leur torse couvert de cicatrices, on peut deviner leur expérience de combat et le niveau de dangerosité d'un guerrier. Numéro 11. La pratique terrifiante du mariage avec un fantôme et la philosophie de la préservation de la lignée. Cela ressemble à une histoire d'horreur, mais dans certaines tribus du Sud-Soudan, le mariage avec un fantôme était autrefois une coutume bien réelle, principalement observée chez les tribus Dinka, Nuer et Atuot. Si le marié décédait subitement avant ou après le mariage, la mariée pouvait choisir de poursuivre cette union. Ce qui est choquant, c'est que la cérémonie de mariage se déroulait comme si l'homme était encore en vie. En général, un frère ou un demi-frère du défunt se substituait à lui pour célébrer le mariage et prenait en charge le rôle d'aider la femme à avoir des enfants. Cependant, aux yeux de la communauté, les enfants nés de cette union n'étaient pas considérés comme les enfants du remplaçant, mais comme les enfants légitimes du père fantôme décédé. Bien que théoriquement volontaire, la pression économique et les préjugés sociaux transforment cette pratique en un piège sans issue pour la femme. Si la mariée refuse catégoriquement ce mariage fantôme et souhaite annuler l'accord matrimonial, elle et sa famille doivent faire face à une terrible sanction financière. Cela implique de restituer immédiatement l'énorme nombre de vaches de dot que la famille du marié avait précédemment fournies. Dans un contexte de pauvreté, restituer des dizaines, voire des centaines de vaches qui ont déjà été réparties entre les membres de la famille est tout simplement impossible, obligeant la femme à accepter d'être l'épouse d'un squelette. Derrière l'apparence quelque peu macabre et mystérieuse de cette coutume se cache en réalité une philosophie pragmatique profonde sur le pouvoir et la richesse. L'objectif fondamental du mariage avec un fantôme n'est rien d'autre que de maintenir la lignée, de préserver la réputation du défunt et surtout de protéger les droits d'héritage. Avoir un enfant légitime portant le sang du défunt garantit que le bétail et les terres de cette personne ne tombent pas aux mains d'étrangers ou de personnes extérieures à la lignée. Au fil du temps, bien que la société du Sud-Soudan se modernise de plus en plus et que cette coutume commence à décliner dans certaines zones urbaines, les deux tribus Dinka et Nuer restent fermement attachées à cette pratique comme une partie intégrante de leur identité ancestrale. Numéro 12. Explorer la nature sauvage. Le Soudan du Sud n'est pas une destination pour des vacances de détente ordinaires.
C'est une terre de tribus anciennes, de vastes troupeaux de bétail, de marécages immenses et d'une nature sauvage presque intacte par la commercialisation. Cette authenticité fait du Soudan du Sud l'un des endroits les plus mystérieux et fascinants d'Afrique pour ceux qui aiment l'exploration. La destination la plus célèbre est probablement le village de bovins de la tribu Mundari. Les Mundari vivent presque exclusivement autour de leurs vaches blanches encolées Watusi aux cornes gigantesques. Le matin ou en fin de journée, lorsque des milliers de vaches recouvertes de cendres blanches se tiennent dans la brume, le paysage ressemble davantage à un documentaire qu'à la réalité. Les visiteurs viennent ici pour observer la vie traditionnelle d'élevage, prendre des photos documentaires et découvrir la culture unique du culte de la vache. Cependant, cet endroit est extrêmement sensible sur le plan culturel. Il est donc presque obligatoire d'être accompagné d'un guide local réputé. Pour ressentir le rythme de vie du plus jeune pays du monde, les voyageurs peuvent commencer par la capitale, Juba. Juba n'est pas une ville belle au sens moderne, mais elle a son propre attrait. Les marchés locaux animés, les couchers de soleil au bord du Nil et la dégustation de la cuisine dans des restaurants de style est-africain créent un tableau très caractéristique. C'est également souvent le point de départ avant que les visiteurs ne s'enfoncent dans les régions tribales. Pour ceux qui aiment la nature sauvage, le parc national de Boma est une destination incontournable. C'est l'une des plus grandes et mystérieuses réserves d'Afrique, célèbre pour ses énormes migrations animales, mais très peu connues. Boma a enregistré l'une des plus grandes migrations terrestres au monde, avec des millions de gazelles se déplaçant à travers les vastes prairies selon les saisons. Cet endroit est comparé à la Serengeti oubliée de l'Afrique. À Boma, les visiteurs peuvent apercevoir des gazelles à oreilles blanches, des buffles, des lions, des léopards et de nombreuses espèces d'oiseaux rares. Contrairement au safari au Kenya ou en Tanzanie, Boma est presque non commercialisé, avec peu de lodges luxueux, peu de touristes et de nombreuses zones encore extrêmement sauvages. Cela en fait un rêve pour les réalisateurs de documentaires sur la nature et ceux qui souhaitent explorer une terre authentique. Numéro 13. La cuisine aux saveurs locales prononcées. Le plat le plus populaire au Soudan du Sud est le kisra, une galette fine faite de farine de sorgho ou de millet fermenté. Lorsqu'elle est cuite sur une surface chaude, le kisra est tendre, légèrement élastique, ressemblant à un mélange entre une crêpe fine et une crêpe africaine. Les habitants l'utilisent souvent pour envelopper ou tremper dans des ragoûts de viande, des légumes, des haricots et des sauces épicées. La légère acidité due à la fermentation crée une saveur unique, évoquant les céréales, la fumée de cuisine et la vie rurale. Un autre plat important est l'azida. Si le riz est au centre des repas dans de nombreux pays asiatiques, l'azida joue un rôle similaire au Soudan du Sud. Ce plat est préparé à partir de farine de blé ou de millet, cuite en une pâte épaisse, douce et ferme. Lorsqu'on le mange, on déchire des morceaux et on les trempe dans une sauce à base de viande, de légumes, de haricots ou de yaourt. Le moula est également très populaire dans les repas traditionnels. Il s'agit d'un ragoût de légumes à base de gombo, de légumes à feuilles vertes, de cacahuètes et d'épices locales. Dans certaines régions, on ajoute de la viande séchée ou du poisson pour rehausser les saveurs. La richesse des cacahuètes, la consistance du gombo et l'arôme des légumes mijotés créent un plat rustique mais riche en énergie. Pour les tribus comme les Dinka et les Mundari, le lait de vache n'est pas seulement un aliment, mais aussi un élément essentiel de la vie spirituelle. Le lait frais, le yaourt et le beurre animal sont présents régulièrement dans les activités quotidiennes et les rituels, car le bétail symbolise la richesse, l'honneur et le lien communautaire. À Juba ou dans les marchés, les visiteurs peuvent facilement trouver de la viande grillée à la manière de l'Afrique de l'Est. La viande de chèvre, de bœuf ou de mouton est simplement marinée, puis grillée au charbon, servie avec du pain, des oignons ou de la bouillie de maïs, un plat simple mais très représentatif de la culture de rue. Numéro 14. Les choses à prendre en compte lors de votre visite dans ce pays. Le Soudan du Sud est l'un des endroits où les voyageurs doivent se préparer le plus sérieusement avant d'y mettre les pieds, car un peu de négligence peut rendre le voyage risqué. La première chose à retenir est que la sécurité doit toujours être une priorité. Bien que de nombreuses zones semblent paisibles pendant la journée, la situation au Soudan du Sud peut changer très rapidement. Certaines régions sont encore marquées par des conflits armés, des vols ou des violences ethniques. Par conséquent, il est déconseillé de voyager seul sur de longues distances, surtout la nuit. Les zones frontalières ou celles où des tensions ethniques existent doivent être évitées complètement. Si vous souhaitez filmer un documentaire ou explorer des tribus comme les Dinka ou les Mundari, il est presque obligatoire d'être accompagné d'un guide local de confiance. La santé est également un enjeu majeur. Le Soudan du Sud présente un risque élevé de paludisme, de choléra,
de typhoïde, d'hépatite et d'autres maladies liées à une eau non potable. De plus, de nombreux hôpitaux manquent d'équipements et ont du mal à gérer des urgences complexes. Les voyageurs doivent être à jour dans leur vaccination, prendre des médicaments antipaludiques si nécessaire, ne boire que de l'eau en bouteille, éviter la glace et les aliments crus d'origine douteuse. Une assurance voyage, incluant une assistance médicale en cas d'évacuation, est également très importante. La culture tribale ici est très sensible. Il est essentiel de demander la permission avant de prendre des photos, de ne pas approcher la caméra trop près, de ne pas toucher le bétail ou de filmer les cérémonies des Dinka et des Mundari sans autorisation. Il est conseillé de s'habiller de manière modeste et de respecter les coutumes locales. De plus, il est recommandé d'emporter des vêtements légers, couvrants et anti-UV, des chaussures adaptées à la boue si vous voyagez pendant la saison des pluies, des serviettes humides, du papier toilette, des répulsifs contre les insectes et des batteries de secours. Évitez de montrer des objets de valeur dans les lieux publics et préparez-vous à ce que tout se déroule beaucoup plus lentement qu'à quoi vous êtes habitué. Numéro 15. Les coûts d'un voyage. Un voyage au Soudan du Sud est totalement différent de tout itinéraire habituel, car cette destination présente des coûts parmi les plus élevés et les plus défiants au monde. Avec une infrastructure touristique presque inexistante et des biens entièrement importés, un voyage autonome minimaliste dans la capitale Juba peut coûter entre 50 et 80 $ américains par jour pour les besoins les plus basiques. Si les visiteurs souhaitent s'enfoncer dans l'intérieur du pays pour explorer des tribus primitives ou des marais mystérieux, ils doivent obligatoirement être accompagnés d'agences de voyage spécialisées avec des forfaits allant de 1 500 $ américains pour un tour de 3 à 4 jours au camp de bétail Mundari, à 4 500 $ américains pour des expéditions de plusieurs jours. Ces coûts élevés sont principalement dus à des frais fixes stricts tels que le visa électronique et la lettre d'invitation, environ 200 à 300 $ américains, le permis de photographie délivré par le ministère de l'Information, ainsi que la location d'un véhicule tout-terrain 4x4 avec un chauffeur local qui peut atteindre entre 200 et 350 $ américains par jour, sans compter le carburant. Même le séjour dans un hôtel avec des mesures de sécurité et des services d'eau et d'électricité fiables à Juba coûte entre 150 et plus de 300 $ américains par nuit. De plus, le système bancaire ici est complètement isolé du réseau international. Les cartes de crédit et les distributeurs automatiques sont inutilisables, obligeant les voyageurs à emporter 100% de leur budget en espèces, sous forme de billets de dollars américains ou SD, de grande valeur, neufs et émis après 2013, pour couvrir l'ensemble de leur voyage. Eh bien, nous venons d'explorer ensemble 15 faits incroyables sur le Soudan du Sud. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire pour partager ce qui vous a le plus surpris sur le Soudan du Sud et de vous abonner à la chaîne pour continuer à m'accompagner dans cette aventure de découverte du monde. Merci de votre suivi et à bientôt dans la prochaine vidéo.